géopolitique, tournée africaine de Kamala Harris, la danse du ventre de Washington, nous nous interrogeons. Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Le griot, le conteur est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Après Jill Biden, l'épouse de l'autre, et Anthony Blinken, c'est au tour de Kamala Harris d'entamer une tournée africaine qui a démarré justement le 26 mars et qui ira jusqu'au 2 avril au Ghana, en Tanzanie et surtout en Zambie. Face à la Chine et à la Russie, les États-Unis affirment leur retour sur le continent noir. Mais l'avenir reste entre les mains des Africains, note d'ailleurs le quotidien guinéen, le Djeli. Finalement, le grand intérêt que la Russie et la Chine manifestent à l'égard de l'Afrique a quelque chose de positif. À défaut d'offrir des alternatives suffisamment crédibles au continent noir, ces nouvelles convoitises peuvent tout au moins rehausser la côte de l'Afrique et déboucher sur une meilleure perception des Africains. C'est en tout cas ce qui se cache derrière toute la réflexion à laquelle sont soumis depuis des mois les stratèges de la politique africaine de la France. Et c'est surtout ce qui transparaît de la tournée africaine que la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a entamée le 26 mars 2023 avec l'étape du Ghana. Une tournée qui fait suite à d'autres déplacements de hauts responsables américains sur le continent. On a parlé de Jill Biden et d'Anthony Blinken. Plus discrète, la Chine pousse en effet ses pions en Afrique et s'offre des zones d'influence tant économiques que symboliques non négligeables. À coût de près de milliards de yuan, de construction de routes, de ponts, de barrages hydroélectriques ou encore d'octroi de masques et de vaccins en marge du Covid-19, la Chine séduit l'Afrique et se taille aujourd'hui la part de marché, même si certains Africains ont toujours peur de cette Chine. Mais voilà, de manière plus assumée, la Russie, quant à elle, met à profit toutes les crises politico-sécuritaires pour aider les Africains à se débarrasser d'une sangsue, la France. Une France qui n'a jamais rien fait de bon en Afrique, mais qui a causé des guerres et des conflits. Libye, Centrafrique, Mali, Cameroun, et puis j'en passe. Et peut-être, on voit aujourd'hui le Burkina Faso, qui sont des conquêtes stratégiques dont peut se vanter la diplomatie russe, en effet. Et bien sûr, tous ces développements ont de quoi inquiéter aujourd'hui les États-Unis, dont l'hégémonie n'est plus absolue qu'elle l'était il y a encore quelques années. Oui, les États-Unis ne font plus peur et les Africains ont compris que c'est un géant au pied d'argile. Oui, les Africains aujourd'hui ont un ami intime. Il s'appelle la Russie. Cette Russie-là qui leur donne la force de croire à l'avenir. Conséquence, la Grande Amérique descend de son piédestal et vient à la rencontre de la dulcinée Afrique. Et sachant qu'elle n'est plus en terrain conquis, elle y arrive avec un discours un peu policé, en tout cas moins directif. L'ordre et la condescendance ne sont plus au rendez-vous. Du moins, ils ne sont pas aussi flagrants comme ce fut le cas dans les années 60, 80, 90 et surtout le début des années 2000. On ne blâme plus les Africains pour les guerres et les conflits créés de toutes pièces par les États-Unis et la France, et on ne les blâme plus de dire que les Africains se tuent entre eux. Mais qui armait ces Africains qui s'entretuaient? Allez savoir. Mais pour en revenir à l'Afrique, mesdames, messieurs, convoitise qu'elle suscite aujourd'hui, si particulièrement ces derniers temps, elle doit s'offrir les moyens d'en tirer tous les avantages. Cela commence aussi bien pour les dirigeants que pour les populations ordinaires, pour aimer et chérir le continent noir et lui vouloir du bien, l'aimer au-delà des postures et des discours officiels qui dans certains cas n'ont rien à voir avec les sentiments authentiques. Ensuite, pour éviter que nos partenaires, qu'ils soient occidentaux, russes ou chinois, ne nous imposent de nouveau la marche à suivre. Il faudra miser sur l'éducation, avoir une claire conscience de nos atouts, de nos besoins et savoir les obtenir. C'est un outil dont il faudra se munir dans le cadre de la multipolarité qui se met progressivement en place.
Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce mercredi. Géopolitique, tournée africaine de Kamala Harris, la danse du ventre de Washington. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-René Douma, il est panafricaniste, enseignant des universités. Il est notre invité. Docteur Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos Gos Gos. Merci encore pour cette autre invitation. C'est un plaisir d'être sur votre plateau, le plateau de Panafricanist TV. Merci à l'équipe technique, au top management. Merci surtout aux millions de téléspectateurs qui sont scotchés. Merci à l'Afrique et merci au monde. Merci à vous également, Dr Jean-René Douma, d'avoir pris de votre temps pour être avec nous ce matin. Nous vous savons très occupés. Merci d'ailleurs pour le travail que vous faites pour éveiller les consciences des jeunes Africains et leur donner, on va le dire comme ça, un point de mire là où ils doivent regarder pour que nous ayons une Afrique prospère, mais surtout souveraine. Nous parlons justement de cette tournée africaine de Kamala Harris. Jill Biden, l'épouse de l'autre, était sur le continent. Anthony Blinken était sur le continent. Cette fois-ci, c'est la vice-présidente des États-Unis qui vient faire la danse du ventre de Washington. Pourquoi? Avant de répondre à la question pourquoi, c'est bien que nos téléspectateurs sachent de quel pays nous parlons. Nous parlons des États-Unis qui sont restés la première puissance mondiale jusqu'à il y a encore pratiquement 5 ans. Un pays qui a érigé sa monnaie, c'est-à-dire le dollar, en une monnaie mondiale. C'est-à-dire que les États-Unis fabriquent le dollar et ravitaillent tout le marché mondial avec cette monnaie-là. Et ça signifie également que tous ceux qui utilisent le dollar au monde travaillent pour enrichir les États-Unis. C'est bien que nos téléspectateurs le sachent. Ce dollar-là était adossé à l'or parce que pour émettre le dollar, il fallait avoir une quantité d'or équivalente. À partir de 1971, le président Nixon a déconnecté la valeur du dollar à l'or. Donc, à partir de cette année-là, les États-Unis ont le droit de faire imprimer autant de dollars qu'ils veulent, sans que personne ne leur demande pourquoi et comment. Donc, le dollar, jusqu'aujourd'hui, est le plus grand marché mondial. C'est le produit le plus vendu dans le monde, le dollar, jusqu'à présent. Donc, en 1973, vous avez donc un pays où les réserves de tous les États en dollars représentaient 88% des réserves et le reste en or, tous les États. Vous imaginez que le Cameroun ait ses réserves en dollars. Ça veut dire que les États-Unis, à tout moment, peuvent décider de ce que le Cameroun n'aura plus accès à ces réserves-là, puisqu'il y a l'extraterritorialité du dollar. Quand vous utilisez le dollar, même si vous êtes dans un village en Gomezap, c'est les États-Unis qui vous commandent par rapport au fait que vous utilisez le dollar. Donc, tous les États qui ont les réserves en dollars sont assujettis au pouvoir des Américains. Les Américains peuvent geler leurs réserves à tout moment. Les Américains peuvent baisser la valeur du dollar pour réduire drastiquement la valeur des réserves de ces États-là. Voilà le pays dont nous parlons. Nous parlons également d'un pays qui, sur le plan géopolitique, est un va-t-en-guerre. Nous avons le cas de l'Irak. Vous avez vu comment, et là c'était un haut officier noir américain, Colin Powell, qui est venu dire à Mondovision qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, et c'est comme ça que, sans une autorisation de ce qu'ils appellent la communauté internationale, les États-Unis ont détruit totalement ce grand pays qui est l'Irak. Il n'y a pas très longtemps, on a vu en Libye comment est-ce que, et là c'était encore un autre noir qui était au pouvoir, le président Barack Obama, comment il a laissé assassiner le guide libyen Kadhafi, et on a vu ce grand pays, ce qu'il est devenu jusqu'aujourd'hui. Donc nous parlons de ces États-Unis-là, et nous parlons en plus des démocrates. Vous voyez, parce que il y a les républicains, n'est-ce pas, et il y a les démocrates. Et moi, quand j'étais encore naïf, je pensais que les démocrates étaient mieux que les républicains. Mais avec l'histoire, j'ai compris que les démocrates sont très dangereux. Ce sont eux qui aiment les guerres, ce sont eux qui aiment le pillage, ce sont eux qui se cachent surtout derrière la France et d'autres pays pour pouvoir assujettir l'Afrique
tout en donnant l'impression qu'ils n'y sont pour rien. Donc, c'est ce pays-là, n'est-ce pas, qui multiplie les émissaires en Afrique pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi? Au moment où nous avons d'un côté les BRICS, n'est-ce pas? Et les BRICS, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Inde. Vous voyez, c'est le Brésil. Et les BRICS sont en train d'élargir à d'autres pays. Et nous savons bien que leur siège est désormais à Bangui. Leur siège est à Bangui, en République centrafricaine. Donc, on parle de ces pays-là. Et ces pays ont lancé la nouvelle banque de développement, qui est le concurrent de la Banque mondiale, et le fonds de réserve d'urgence, qui est le concurrent du FMI. Oui. Vous voyez, ils sont en train de lancer une monnaie qui va encore faire la concurrence directe au dollar. Parce qu'il s'agit de dédollariser le marché mondial. Parce que c'est le dollar qui a entretenu cette puissance des Américains qui fait en sorte qu'ils ont des budgets militaires qui dépassent toutes les proportions. Vous avez des centaines de bases militaires éparpillées dans le monde parce qu'ils peuvent imprimer le dollar et financer leurs recherches, etc., sans rendre compte à qui que ce soit, mais malheureusement pour détruire l'humanité. Et tant que c'est parti pour détruire l'humanité, les discours qui vont faire rêver les Africains n'ont plus lieu d'être. Parce que les BRICS, avec la Russie et les autres pays, posent des actes concrets en Afrique, dans les différents pays africains. Oui. Même l'Iran a initié un projet pour créer une banque avec l'Afrique. Oui. Et en précisant que c'est pour dédollariser toutes les transactions entre les pays africains et l'Iran. Et l'Iran travaille avec la Russie depuis plusieurs années pour des transferts qui ne passent plus par le système de Bretton Woods, c'est-à-dire le SWIFT. Donc c'est une guerre à plusieurs dimensions et qui illustre davantage le fait qu'aujourd'hui, la vice-présidente des États-Unis, une noire encore, vient donc maintenant pour nous influencer par rapport à ses origines et nous tenir un discours qui va nous endormir. Mais non, ça ne peut plus marcher parce que au-delà du discours, il y a des faits. Et des faits sont constants, ils sont têtus et ils ne peuvent pas changer. Récemment, il y avait le sommet Afrique-États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis ont proposé à l'Afrique? 55 milliards de dollars à 55 pays africains. Vous trouvez ça? Alors qu'une seule entreprise chinoise passe un contrat avec le Ghana de 2 milliards de dollars, une seule entreprise privée. Mais comment vous pouvez faire la concurrence, n'est-ce pas, aux autres puissances sur un marché que vous considérez comme étant un marché sur lequel vous avez plus d'avantages? Parce que les Américains, quand même, quelque part, comme c'est quand même un État qui a beaucoup de Noirs, on peut dire qu'ils seraient plus proches de l'Afrique que la Russie ou la Chine. Mais non! Mais que non! Dans les relations de partenariat, de développement mutuel, nous sommes plus proches des Russes, des Chinois que des États-Unis. Et cet écart-là est en train de se creuser. C'est pour ça que la vice-présidente Kamala Harris vient pour essayer, n'est-ce pas, à travers les 3 pays qui ont été choisis, le Ghana, la Tanzanie et la Zambie, qui sont d'ailleurs d'expression beaucoup plus anglaise, d'essayer d'adobber en réalité ces pays et à travers eux avoir d'autres pays en Afrique qui vont suivre leur politique. Mais leur politique, c'est quoi? C'est la politique d'adhésion à une vision qui met en avant les contre-valeurs au lieu des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'opération spéciale russo-ukrainienne, mais en réalité, c'est une guerre que les Américains et ses alliés livrent à la Russie à travers l'Ukraine. De plus en plus, les analystes sont unanimes là-dessus. Donc, ils cherchent donc maintenant des alliés aussi au niveau du continent africain. Vous avez vu, il y a eu des résolutions factices pour dire que qui est contre la guerre et tout ça. Les Africains sont clairs. Nous sommes avec la Russie parce que la Russie recherche l'équité, la justice. La Russie se bat pour les droits humains, les vrais droits humains, et pour la conservation des valeurs de chaque pays, de ne pas s'immiscer dans les questions intérieures des différents pays pour créer le désordre. Et quand ça vous concerne,
vous, on ne doit pas vous sanctionner, mais vous devez sanctionner tout le monde. Vous avez vu ce qu'ils ont manigancé avec la Cour pénale internationale, récemment. Un soi-disant mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine. Il va aller en Afrique du Sud bientôt. On verra qui va mettre la main sur lui. S'ils ne veulent pas véritablement une vraie guerre, une troisième guerre mondiale qui va opposer la Russie d'abord aux États-Unis, parce que ce sont les deux grandes puissances pour le moment qui se prononcent. Mais derrière la Russie, on a quand même la Chine, hein? On a l'Iran. On a même la Turquie que la Turquie a même montré un certain nombre de réserves par rapport à cette. On a l'Inde. Donc, il y a tout ceci que les États-Unis veulent essayer de récupérer, mais les discours ne vont pas suffire. Vraiment, elle peut faire le tour de tous les pays d'Afrique. Monsieur Macron a fait 18 voyages en Afrique. 18 voyages. Mais ça a donné quoi? Est-ce que ce qu'il a appelé sentiment anti-français en Afrique, ça a reculé ou bien ça s'est accentué? Donc, les actes qu'il pose, quand les Américains viennent, il faut qu'ils posent des actes clairs qui vont dans le sens du développement de l'Afrique, pas dans le sens d'un marché où il y a des consommateurs, n'est-ce pas, imbécilisés, et où on vient piquer les cerveaux pour aller les nommer à la CIA, etc., et puis nous envoyer les maladies qui vont faire en sorte qu'on ne puisse pas vivre sur ce paradis qui véritablement parce que si l'Afrique n'était pas un paradis, il ne viendrait pas commencer à nous baratiner à nouveau pour qu'on rentre dans le sommeil comateux qu'on a eu avant et qui leur a permis de faire des choses comme celle-là. Regardez un peu comment les Américains ont réussi à assujettir l'Europe. Mais regardez, quand vous regardez l'Allemagne, où moi j'ai fait des études, sans la Russie, l'Allemagne ne se serait pas unifiée. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu réunification des deux Allemagnes. C'est la Russie qui a tout fait. Je ne cite même pas des choses que la Russie a faites avant qu'on en arrive là. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, l'Allemagne soit parmi des pays qui envoient des chars en Ukraine pour pouvoir bombarder la Russie. Mais c'est quand même une aberration. Donc, parce qu'on veut faire la volonté des États-Unis. Et comme ils sont faibles, parce que ces blancs-là, ils sont faibles. Et là, les Américains sont en face de les Noirs, qui sont naturellement forts, vigoureux, têtus, qui savent ce qu'ils veulent, ils sont déterminés. Donc, avec l'Afrique, ça ne va plus jamais marcher comme auparavant. L'Afrique n'est pas l'Europe. Parlons justement de l'Afrique, docteur Jean-René Douma, vous qui êtes enseignant, c'est quand même une très belle demoiselle avec une poitrine bien bombée. Aujourd'hui, elle est convoitée de par le monde. C'est l'Inde, c'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Russie, c'est tout le monde qui veut aujourd'hui, on va le dire, leur gâteau sur le continent africain. Est-ce que les Africains ne doivent-ils pas prendre aujourd'hui conscience qu'ils sont convoités et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités? Mais plus que jamais. Plus que jamais. C'est un peu dommage. Même s'il y a des leaders africains qui émergent, on voit ce qui se passe au Mali, le Burkina Faso est là, il y a d'autres pays, hein, l'Égypte, etc. Il y a des pays qui essayent d'exercer une certaine souveraineté. Mais nous parlons de l'Afrique en tant qu'un tout pour fédérer tous les efforts de ces grands leaders-là et que, comme le feu président Kadhafi l'avait déjà engagé, qu'on aille vers les États fédérés d'Afrique, qu'on appelle ça comme on veut, mais que vraiment, sur la durée, que ce soit cela, mais comme c'est un processus, que chaque État commence à travailler de manière à ce que nous soyons sûrs que nous avons cette vision-là ensemble. Malheureusement, malgré la vitesse avec laquelle les changements se mettent en place, parce que la multipolarisation, elle est là, c'est un fait. Tout à l'heure, j'ai signalé pour le dollar qu'en 73, on avait des réserves, 88% des réserves en dollars des pays. Oui. Aujourd'hui, on est à moins de 60% des réserves. Donc, de plus en plus de pays ont pris connaissance de ce que c'est un danger d'avoir ces réserves en dollars. Il faut les avoir en or, il faut les avoir même aujourd'hui en Bitcoin, qui est l'or numérique d'après des spécialistes.
Donc, parce que là, l'Amérique ne peut pas décider de geler vos avoirs comme elle veut. Donc, c'est pour les protéger davantage. Et pour un État, c'est important d'avoir ce trésor de guerre. Pas guerre forcément pour aller en guerre, mais guerre pour s'occuper de ces populations, les soigner, les éduquer, les élever et évidemment protéger ses frontières. Donc, nous sommes encore à un niveau où beaucoup de dirigeants africains, malheureusement, n'ont pas perçu que c'est le moment. Et c'est vraiment le moment. Parce qu'il y a, vous avez entendu parler des 30 glorieuses asiatiques. On a parlé des 30 glorieuses en Europe. Et le même cabinet qui a travaillé sur cette projection parle des 30 glorieuses de l'Afrique de 2020 à 2050. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, selon ces projections-là, qui se sont révélées être vraies pour l'Asie et pour l'Europe, nous sommes déjà dans la période de gloire pour l'Afrique. Donc, quand les dirigeants l'ont compris comme ça, il ne faut plus hésiter. Le fait qu'on soit convoité, c'est bien. Ça doit même être un indicateur pour dire, mais nous coûtons cher. S'il y a autant de concurrence, mais je prends du recul et je choisis le bon concurrent. Donc, c'est ce que nous attendons des dirigeants, de nos dirigeants qui n'ont pas encore soit compris cela, soit qui hésitent encore à pouvoir prendre des décisions qui montrent qu'ils ont compris et que c'est vers là que va l'Afrique. L'Afrique doit construire son pôle à elle. Oui. L'Afrique, on parle de multipolarité du monde. Il ne faut pas que l'Afrique soit là en train d'être soit avec les États-Unis, être soit avec la Russie seulement, soit avec... Non. Il faut qu'à un moment donné, on parle de l'Afrique en tant qu'un pôle fort. Oui. Qu'on parle des BRICS en tant qu'un pôle fort, ou de la Chine, qu'on parle des États-Unis. Et que, évidemment, on puisse avoir des échanges, des échanges win-win, qui fasse en sorte que le respect soit au centre de tout ce que nous faisons et que cette Afrique-là qui est tellement riche et qui est d'ailleurs prête à continuer de partager puisse être souveraine au sens où elle décide elle-même de ce qu'elle fait de ses ressources, elle décide de ce que ses compatriotes, les Africains, que ce soit en Afrique ou ailleurs, peuvent devenir, et qu'on ait l'impression d'être protégé quand on est un Africain, quel que soit là où on se trouve dans le monde. Parce que, vous voyez, ce qui crée tout ce désordre et qui peut même représenter des menaces importantes, c'est que les gens sont égocentriques et qu'il y en a qui entretiennent des contre-valeurs, ces impérialistes-là surtout, les États-Unis en tête, qui entretiennent des contre-valeurs qui vont dans le sens de la pédophilie, de l'homosexualité, des gens, des lesbiennes, des sectes, etc. Et tout ceci fait en sorte que si on les laisse faire, mais c'est l'humanité qui prend le risque de pouvoir disparaître. Mais comme l'humanité ne peut pas disparaître, parce que c'est pas eux qui sont à l'origine de la création humaine, on va les combattre jusqu'à ce qu'ils vont perdre. Vous pensez que les chefs d'État que nous avons aujourd'hui pourraient changer d'avis dans les jours à venir pour que nous ayons, ou alors que nous entrions profondément dans les 30 glorieuses africaines? Non. Non, je ne pense pas. Et je dis un nom péremptoire parce que je prends l'Afrique en général. Oui. Quand vous regardez les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui depuis un certain temps, même la RCA avec le président Touadéra, qui depuis un certain temps ont commencé à prendre des décisions qui surprennent l'opinion occidentale et que les panafricanistes encouragent. Vous allez vous rendre compte que c'est une nouvelle génération de dirigeants. C'est une nouvelle génération de dirigeants. Quand je parle de nouvelle génération de dirigeants, ce n'est pas qu'une question d'âge. C'est vrai que les 3 premiers pays que j'ai cités, c'est des jeunes dirigeants, oui. Mais en France, on a un jeune dirigeant. Mais qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien. Hein, le dire, ce n'est pas une injure. C'est un constat. Les Français sont même plus sévères envers lui que nous. Oui. Donc, ce n'est pas une jeunesse en termes d'âge. C'est une jeunesse en termes de vision politique et géostratégique de son pays, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans un continent qui est la mère de l'humanité et un continent qui est convoité par tous.
Et vu sous cet angle-là, vraiment, dans la grande majorité des dirigeants actuels, il ne faut pas attendre quelque chose de particulier d'eux. Il faut espérer qu'ils soient très, très rapidement remplacés par des dirigeants panafricanistes pour que la vision panafricaniste soit implémentée telle que le président Kadhafi l'avait bien prévu avec ses pairs. Et tout ce qui avait été entrepris est encore là. Et rien n'a évolué depuis qu'on l'a assassiné. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi on ne crée pas le Fonds monétaire africain? Pourquoi on ne crée pas la Banque centrale africaine avec une monnaie africaine? Pourquoi on ne le fait pas alors que tout était déjà prévu? Est-ce que c'est une question d'argent? Non. C'est une question de leadership politique. Des gens qui... Il nous faut de nouveaux leaders alors. Il nous faut de nouveaux leaders. Avec une bonne vision. Avec une bonne vision. Il nous faut de nouveaux leaders avec une bonne vision. Et la bonne vision, c'est une vision panafricaniste. Parce que c'est celle-là qui fédère toutes les énergies, toutes les ressources, toutes les potentialités de chaque Africain, où qu'il soit, et qui tient en compte l'humain au-delà de l'Africain. Parce que le combat des panafricanistes, ce n'est pas seulement pour les Africains, c'est pour libérer l'humanité tout entière. Regardez ce qui se passe en France. Regardez les pays comme l'Espagne, où on prend des lois ou qui disent que si vous voulez changer de sexe, il suffit de déclarer que vous n'êtes plus un homme. Vous êtes maintenant une femme. Mais ce sont des choses qui existent. Des choses que les gens vivent. Des pays qui autorisent qu'il y ait des rapports avec des chiens, avec des chattes, etc. Donc, nous ne pouvons pas permettre que les choses comme ça évoluent devant nos yeux. Et c'est pour ça que récemment, je suivais encore un discours du président Vladimir Poutine, oui, où il faisait allusion à ces valeurs-là. Exactement. Où il faisait allusion à ces valeurs. Il était intransigeant là-dessus. Et j'ai dit, waouh, voilà un Africain vraiment à la peau blanche, parce que véritablement, on se retrouve dans des valeurs qui sont les vraies valeurs. Et c'est pour ça que nous serons toujours avec la Russie dans tous les combats qu'il faut mener. Tant qu'on va rester dans l'humanité, l'éthique et puis l'équité, on sera toujours avec la Russie. On va les encourager, on va encourager tous les pays africains qui suivent, n'est-ce pas, cette dynamique-là et qui veulent l'appliquer d'abord au niveau des différents pays. Et vous savez, Mahatma Gandhi disait que le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, ce monde connaîtra la paix. On espère bien sûr que nous connaîtrons la paix. Merci à vous, Dr Jean-René Doumas, d'avoir été des nôtres encore ce matin. Merci, M. Steve Goss. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Paroles panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée, mais surtout n'oubliez surtout pas, nos plateformes sont ouvertes. Vous pouvez vous abonner, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous êtes très nombreux déjà. Vous êtes des milliards de personnes à travers le monde qui nous regardent. Merci. Bonne journée à toutes et à tous.